Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de Lidwin Ellie, émission préenregistrée le 5 août 2011, diffusée pour la première fois le mardi 6 septembre 2011 de 21h30 à 23h et le jeudi 8 septembre de 21h30 à 23h. Cette émission est réalisée par Jean-Édouard. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. J'ai le très grand plaisir d'avoir comme invité dans le studio de Radio Courtoisie le professeur Georges Niva. Le professeur Georges Niva est historien des idées, slavisant, professeur honoraire à l'Université de Genève. Il a une longue œuvre à son actif comme auteur, comme directeur de collection. Mais aujourd'hui, je le reçois pour un catalogue d'expositions impressionnant dans tous les sens. Ce catalogue d'expositions, c'est l'exposition qui a lieu au musée Bodmer, B-O-D-M-E-R, à Genève. Le thème de l'exposition et le titre de ce catalogue, Alexandre Solzhenitsyn, Le courage d'écrire. C'est paru aux éditions des Syrtes et l'exposition a été inaugurée le 14 mai 2011 et elle se termine le 16 octobre 2011. Donc on est à mi-parcours à peu près. Ce catalogue est très important. Il est très important par son volume, puisqu'il y a plus de 500 pages. Il est surtout important par son contenu. Et vous, Georges Niva, vous êtes le commissaire de l'exposition et vous avez dirigé, et en réalité, vous avez conçu et dirigé à la fois l'exposition et ce catalogue, avec des collaborateurs, bien entendu, mais vous êtes le maître d'œuvre. Oui, c'est une nouvelle passion, faire des expositions. C'est pas la première. C'est la 4e. Il y en a eu une première petite sur le poète Vyacheslav Ivanov, toujours au musée Bodmer. Oui. On va dire un mot. Vous nous direz un mot tout à l'heure sur ce qu'est le musée Bodmer. Il y en a donc eu une première sur le grand poète Vyacheslav Ivanov, qui était un ami du fondateur de la fondation musée et bibliothèque Bodmer, Martin Bodmer. Et la deuxième était sur les frères Karamazov, illustrés par un artiste que j'aime beaucoup, que je considère comme génial, qui est Alexandre Alexeïev. La troisième était sur les trésors du grand siècle d'or russe de Pouchkine à Tolstoï. Et alors là, c'était une grande exposition, comme celle-ci. Un beau catalogue aussi. Un très beau catalogue. C'était fait en collaboration avec mon ami, un hispanisant russe, Vsevolod Bagno, qui venait d'être élu à la direction de la maison Pouchkine, c'est-à-dire de l'Institut de littérature russe de l'Académie des sciences. Et vous étiez venu d'ailleurs présenter ce catalogue. J'étais déjà venu ici, auprès de vous, et à la Radio Courtoisie, on parlait. Ça m'a donné le goût de faire des expositions, bien que c'est très différent de faire un livre, dans la mesure où entre en lice, vraiment des préoccupations financières, matérielles, humaines. J'ai pris goût, j'ai donc eu cette idée de Solzhenitsyn, sur qui je travaille depuis très longtemps. Et pour ça, il fallait que j'aie l'accord de la veuve, de Natalia Dmitrievna. Donc, nous avons eu une conférence ici à Paris, c'était il y a 2 ans, au Bernardin, qui s'est bien passée, qui a été une belle conférence. Et j'ai un petit peu coincé dans un couloir Natalia Dmitrievna, que je connais depuis longtemps, pour savoir si elle était d'accord pour me faire confiance pour cette exposition. Je dis faire confiance parce que les archives sont à Moscou, chez elle.
Les archives, on en parlera, c'est immense, c'est passionnant. Les archives d'un titan de l'écriture comme Solzhenitsyn, c'est tout à fait passionnant. Donc je me suis tourné ensuite vers le directeur du musée Fondation Bibliothèque Martin Bodmer, qui est un de mes collègues et amis, Charles Mella, un médiéviste, tout de suite enthousiaste, et l'aventure a commencé. Et ça a duré 1 an et demi, avec, disons, les derniers 6 mois, c'était jour et nuit, c'était le travail continuel parce que, bon voilà, il fallait quand même passer par l'administration russe, parce que les archives d'Alexandre Solzhenitsyn sont en main privée, c'est-à-dire elles appartiennent à son épouse, à sa veuve, mais sont considérées comme un bien culturel national russe. Je peux vous dire ce que j'ai pris à Moscou est assuré pour 17,5 millions de dollars. Dire que j'en ai reçu un assez grand morceau de ces archives. 3 grands, par exemple, et manuscrits dans l'intégralité. Mais ça, il faudra que j'explique. L'archipel du Goulag, le pavillon des cancéreux, et octobre 16, que d'ailleurs on appelle en français novembre 16, à cause du changement de calendrier julien à grégorien. Ça s'est bien passé, les rapports avec cette administration russe à qui Madame Solzhenitsyn a temporairement, si vous voulez, cédé les objets sur lesquels nous étions tombés d'accord. J'ai travaillé dans ces archives, c'était il y a un tout petit peu plus d'1 an, à Moscou, chez elle. Il fallait... Bon, c'est la fièvre. N'importe quelle grande exposition, tout commissaire vous le dira, c'est la fièvre. Il faut une date butoir. S'il n'y a pas de date butoir, il n'y aura pas d'exposition. Mais la date butoir, en soi, c'est catastrophique. C'est angoissant. Ne parlons même pas ensuite de la réalisation du catalogue lui-même. C'est-à-dire que l'exposition a lieu, il faut la mettre en place, la mettre en scène, il faut la concevoir, la mettre en scène. Mais il y a un catalogue qui devait être prêt. J'ai conçu à la fois l'exposition et le livre catalogue, parce que c'est un véritable livre. Ah oui. Et en fonction de l'état d'avancement de ma connaissance de Alexandre Solzhenitsyn, parce que depuis la fin 62, quand j'ai pris connaissance d'une journée d'Ivan Denisovitch, j'étais abonné à la revue soviétique Novy Mir, où a paru miraculeusement ce premier récit sur la vie d'un simple bagnard soviétique appelé Ivan Denisovitch. Et je continue à l'étudier. Je ne passe pas tout mon temps sur Solzhenitsyn, mais c'est quand même un des sujets où, par exemple, au fur et à mesure, j'ai tout lu. Et j'ai tout lu de ce qui a été publié. Par exemple, La Roue Rouge, c'est quand même 7000 pages imprimées assez serrées. Mais il y a des inédits. On trouve des inédits, d'ailleurs, dans ce catalogue. Il y a quelques inédits. Quelques inédits absolus et quelques inédits en français. Parce que vous êtes donc un lecteur, vous dites que vous êtes un lecteur de Solzhenitsyn, vous avez aussi fait de la traduction de Solzhenitsyn, et puis il y a toutes vos études sur Solzhenitsyn, dont la dernière était le phénomène Solzhenitsyn, qui était paru juste après la mort d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est ça. Qui était paru chez Fayard. La première étude, c'est en 70. C'est un cahier de Lerne, dirigé à l'époque par notre ami Dominique Deroux, qui était un homme brillantissime, remarquable. Et j'avais fait ça en collaboration avec Michel Aucouturier. Et puis en 74, avec Vladimir Dmitrievitch, dont la mort récente a été pour moi, vraiment, comme pour tous ses amis, un coup de poignard. Ça a été le premier livre sur Solzhenitsyn, qui était une étude des métaphores, de la structure poétique de l'œuvre de Solzhenitsyn, l'œuvre à ce moment-là, en 74 évidemment. Puis en 81, dans la série des écrivains de toujours au Seuil,
j'ai fait un Solzhenitsyn. Alors ça, c'était très calibré. C'est-à-dire, j'avais un nombre de pages, de lignes, de mots qui était très calibré. Et c'est un peu comme les dates butoirs des expositions. C'est-à-dire, c'est cauchemardesque et en même temps, ça vous aide. Parce que ce qu'on a à dire, il faut le structurer à l'intérieur de ce formatage. Un point, c'est tout. Et puis, ça a été traduit en russe. Ça a apparu, comme on dit en russe, en tamizdat, c'est-à-dire les éditions de là-bas, les éditions de l'émigration. C'était à Londres, au PI. Et c'est important parce que c'était donc en russe et Alexandre Isaïevitch, Alexandre Solzhenitsyn, a lu. Donc, à l'exposition, je me suis permis de faire une vitrine dans laquelle il y a quelques-unes des lettres que j'ai reçues de lui. Les lettres, votre rencontre, votre voyage. Oui, chez lui à Cavendish. Une photo où on vous voit tous les deux. Alors, il a lu et... Comment vous dire ? Quand vous étudiez un écrivain de la taille et de la stature de Alexandre Solzhenitsyn, je ne dis pas que j'avais peur, mais j'appréhendais quand même quelle allait être sa réaction. Donc, cette lettre que j'ai mise dans le catalogue comme dans l'exposition, il y a une première feuille qui est manuscrite. Ça a été un vrai cadeau pour moi de la recevoir parce qu'elle est fort élogieuse. Et puis ensuite, dans ses mémoires, il a repris seul... Georges Niva, voilà, et c'est une phrase du point de vue littéraire. Tout à fait. Et voilà, et ça, c'est un point sur lequel on reviendra aussi, parce que c'est très important. Mais je me souviens... attention, la deuxième feuille, elle était tapée à la machine et c'était la liste des erreurs que je devais corriger. Parce que je crois on voit le personnage, et puis il y a beaucoup de lettres manuscrites qui sont transcrites. C'est un homme qui est direct, il dit les choses, il n'est pas question d'aller dire autre chose que ce qu'il pense. Il dit les choses avec l'affection qu'il a. Oui. Il y a un moment donné, il retrouve, il dit « J'écris une lettre à quelqu'un que j'ai vu longtemps, mais je ne sais pas si j'ai la bonne adresse. » Mais alors... c'est la lettre au concierge Spiridon du premier cercle. Splendide. Et c'est effectivement le bon personnage qui lui répond et il lui dit « Ah, c'est toi !» Ça y est, c'est toi, c'est moi. C'est magnifique. Donc l'affectif ressort, mais on sent bien à d'autres lettres que, si ça ne va pas là, ça ne va pas là. C'est-à-dire ça relève d'un trait général de la personnalité de cet homme, un trait qui se forme à l'adolescence et qui est déjà assez net quand il est étudiant à Rostov-sur-le-Don dans les années 1930. L'économie du temps. C'est un homme qui... dire qu'il ne veut pas perdre son temps, c'est peut-être trop prosaïque. Il veut faire un bon usage de son temps. Voilà, le Seigneur nous impartit un temps, nous ne savons pas combien, mais nous savons que nous devons en faire un bon usage. Et j'insiste que c'est dès l'adolescence, parce que cette impression un peu arrivée, je la connais par moi-même, à partir d'un certain âge, et il est clair que quand on a encore beaucoup de projets, on doit avoir une économie assez stricte de son temps. Mais chez Alexandre Isaïevitch, c'est arrivé avant. Par conséquent, il ne perd pas de temps, si vous voulez, en circonlocution un peu stérile ou en formule de politesse un peu vide. C'est un homme affable, de cœur, mais il ne veut pas perdre son temps. Alors ça a jonché son chemin de mésententes, de gens qui, au contraire, surtout les Russes, voudraient bien perdre leur temps, entre guillemets, peut-être qu'on le gagne. Celui de l'autre surtout. Les longues soirées jusqu'à 2 heures du matin, les bavardages entre les dissidents, ça, c'était absolument pas pour lui. Oui, lui, il y a un côté... il est là pour quelque chose, il y a un sacerdoce, il y a même une vie qui est réglée. Une vie réglée comme pourrait être réglée la vie d'un moine. Hein ?
Un peu. Il y a un petit peu de ça quand j'étais chez lui à Cavendish. Donc c'était pendant son exil pendant son américain. séjour en Amérique. Disons, il faut rappeler qu'il a été déchu de la nationalité soviétique et banni hors d'Union soviétique au début février 1974. Disons 3 mois après la parution à Paris du premier tome de l'archipel du Goulag, et le Politburo avait beaucoup hésité. Au fond, il ne savait pas quoi faire avec ce bonhomme, parce qu'il était clair qu'il était devenu l'adversaire idéologique numéro 1, qu'il avait une gloire mondiale, que cette gloire mondiale, c'était même le gouvernement de l'URSS qui lui avait donné, dans la mesure où c'est Khrouchtchev qui a donné le feu vert pour que la revue Novi Mir publie Une journée d'Ivan Denisovitch. Mais une fois qu'il avait sa renommée mondiale, c'était là, ça le protégeait, ça l'auréolait. Et ils ont saisi le texte de l'archipel du Goulag à Leningrad. Il était caché par un exemplaire avait été caché par une secrétaire bénévole, bien entendu, une des quelques-unes qui ont aidé l'écrivain en dactylographiant pour lui. Il lui avait donné ordre de brûler ce dactylogramme, et elle n'avait pas voulu le faire. Elle l'avait caché chez un ami. Le KGB a mis la main dessus. Elle a été arrêtée, interrogée lourdement pendant plusieurs heures. Elle rentre chez elle et elle se pend. Parce qu'il y avait 2 choses. D'une part, le malheur qui arrivait à ce texte, et d'autre part, évidemment, elle avait trahi la confiance de l'écrivain. Alors à ce moment-là, Solzhenitsyn a envoyé le signal convenu à Paris, parce que le texte était déjà parvenu sous forme d'un petit microfilm à Paris. Ah, c'est un conspirateur né. Je pourrais donner 1000 détails. C'est vraiment un conspirateur né dans la grande tradition des conspirateurs russes des années 1880. Sauf qu'il ne pratique pas la terreur. Si vous voulez, c'est la terreur littéraire. C'est la plume qui est l'explosif et qui a été l'explosif. Donc le Politburo ne sait pas quoi faire de lui. Ils ont siégé plusieurs fois, je pense 6 fois, pour trouver la bonne solution. Naturellement, on pouvait le renvoyer au Goulag. Évidemment, la protestation aurait été planétaire. On ne pouvait pas le tuer parce qu'on n'était plus à l'époque de Staline, ça ne se pratiquait plus. En revanche, les accidents, comme vous voyez, survenant dans la rue, dans la chaussée, des choses comme ça se pratiquait. Les coups de parapluie bulgares, le type envoyé pour donner un coup de couteau au pape Jean-Paul II. C'était quelque chose d'imaginable, mais pas à partir du moment où l'archipel du Goulag était sorti et où on savait que le pouvoir soviétique cherchait la solution. Et à l'exposition, nous avons Natalia Dmitrievna m'a confié un petit bout de pain sec qu'il a mis dans sa poche au moment de sa 2e arrestation. Première arrestation, c'est au début 1945. La victoire sur les Allemands n'est pas loin, mais lui, avec son copain Vitkevitch, se sont amusés à imaginer, comme des jeunes gens ou des enfants, une constitution pour une Russie libre, qu'est-ce qu'on allait faire après la guerre, un petit peu comme les occupants de Paris sous Alexandre Ier rêvaient d'une Russie libre. Ça a été la conspiration des décembristes. Donc ça, c'est la première arrestation, suivie de 3 ans de prison pour savants, Charachka, de 5 ans de travaux généraux au bagne, à Ekibastuz, donc 8 ans de punition pour ça.
deuxième arrestation, c'est à ce moment-là. Et franchement, personne ne savait, lui ne savait pas, quelle allait être la décision le concernant. Et le pouvoir ne le savait pas non plus. Il cherchait comment s'en sortir. Donc, la déchéance de la nationalité faisait qu'on n'avait pas besoin d'entamer des poursuites judiciaires puisqu'il était plus soviétique. On l'a envoyé en avion de ligne en Allemagne fédérale et son ami, l'écrivain Heinrich Böll, qu'il avait rencontré à Moscou, à qui il avait confié son testament pour le cas où il lui arriverait un truc genre camion dans la rue qui déboule ou Camion fou. parapluie bulgare ou autre variante. Böll l'accueille et quand on lui dit Solzhenitsyn, tu prends tes affaires, on bouge, il ne sait pas, est-ce qu'il part au goulag ou non, donc il prend le bout de pain. Parce qu'un zec, c'est-à-dire un bagnard, ne laisse jamais un bout de pain. Et je sais pas, c'est comme un talisman. Il l'a gardé, vous voyez, toute sa vie. Et on retrouve ce morceau de pain dans l'exposition sous une des Bodmer. belles vitrines en cristal blindé de l'exposition Bodmer. Donc cette exposition qui a lieu jusqu'au 16 octobre, qui a lieu à Genève, je dis aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils entendent le professeur Georges Niva, qui est le commissaire de l'exposition Alexandre Solzhenitsyn, Le courage d'écrire, et qui a dirigé le catalogue d'exposition. Magnifique catalogue. Je n'ai pas dit le prix. Il ne faut pas être frileux. Le catalogue vaut 65 €. Je le dis, il fait plus de 500 pages. Ce sont des archives. Ce sont les archives dont vous parliez tout à l'heure, Georges Niva, qui viennent donc des archives de la famille, tenues par... qui sont la propriété de Natalia, donc sa veuve. Et ce sont des archives de toutes sortes, des archives, le morceau de pain dont vous parlez, les manuscrits originaux, la tenue du bagnard, toutes sortes d'archives. J'ai rajouté des objets qui ne viennent pas de Moscou. Il y a d'abord des premières éditions, ça vient tout simplement de ma bibliothèque. Oui, ensuite, il y a un florilège d'articles de presse. Très bien. Et ce qui fait que, si vous voulez, le musée Bodmer, c'est le premier musée de manuscrits. Oui. C'est quand même là qu'il y a le premier manuscrit de l'Évangile. L'Évangile de Saint Jean en copte, fin du IIe siècle, c'est ce qu'on appelle le Codex Bodmerianus, du nom du monsieur qui l'a acquis, et qui est légèrement antérieur au Codex Vaticanus. Donc, l'exposition Solzhenitsyn voisine à côté de choses prestigieuses, avec des manuscrits de Beethoven, de Dante, de Goethe, je dis ça au hasard, de Proust. Donc c'est un collectionneur à l'origine, et il y a eu une fondation après. Oui. Mais c'est un collectionneur à l'origine. C'est un collectionneur, oui. Il est un métallurgiste, et ses parents sont métallurgistes, mais sa passion, c'est la collection de manuscrits. Et à partir d'un certain moment, il a voulu qu'il y ait toutes les époques, vous voyez, et toutes les mains géniales, tous les piliers de l'humanité. Mais c'est la première fois que dans ce temple du manuscrit, il y a des simples journaux. Oui, mais vous voyez, pour nous, pour le catalogue, c'est très intéressant. C'est comme... parce que ce sont les journaux, je regarde, je suis 1970... ce sont des journaux qui sont en anglais, qui sont en russe, qui sont en français. C'est intéressant de savoir ce qu'on a dit à l'époque. Oui, j'ai fait un florilège parce que, évidemment, comme je l'ai écrit, c'est moins de 1% de tout ce qui a été écrit. Oui. Et c'est déjà énorme. Et ça se lit comme une sorte de roman feuilleton. En particulier, le moment de l'arrestation, l'expulsion. Alors là, c'est un véritable roman feuilleton avec tous les jours, les titres. Il arrive, il a dit ça, il descend d'avion, on attend de voir si sa femme et sa famille auront l'autorisation. Un feuilleton qui tient en haleine absolument le monde entier. Mais peut-être faut que je vous dise un mot de ce qui est la couronne de l'exposition. Et que d'ailleurs, la vitrine verticale est conçue comme une sorte de vitrine pour une couronne. C'est l'archipel du Goulag. Au
aucun doute qu'une journée d'Ivan Denisovitch et l'archipel du Goulag ont joué un rôle primordial pour faire tomber le régime. C'était quand même un régime idéologique, dont l'idéologie se vidait, comme un corps se vide de son sang. Mais malgré tout, c'était un régime idéologique, et en s'attaquant à la racine de cette idéologie et à sa texture de mensonge, évidemment, il sciait toute la branche du régime. Alors, une journée d'Ivan Denisovitch, il l'a écrit en 6 semaines, au milieu d'autres projets qu'il avait. Brusquement, il a une sorte d'exaltation particulière pour montrer cette vérité cachée. Parce qu'en somme, il s'agissait de montrer que l'utopie socialiste de la libération de l'homme, de la fin de l'aliénation de l'homme, aboutissait à un nouveau système esclavagiste, mais caché. Depuis 1936, il était entièrement caché. Comment le montrer? Lui en avait vu un bout, les 8 ans qu'il a fait là-dedans. Il n'était pas allé dans les camps les pires puisqu'il avait survécu, parce que les camps les pires, personne n'en revenait. Chalamov est allé dans des camps qui étaient pires. Et voilà, en montrant une journée d'un simple détenu. Donc c'est cette idée d'avoir les 3 unités classiques de lieu, de temps et d'action. C'est la journée du petit moujik roublard qui a été à la fois découlakiseur et découlakisé. Il a été tout, comme son disonnier qui dirige la brigade. Il a été prisonnier en Allemagne. Au lieu de le remercier, quand il revient, on le met au goulag. Donc, si vous voulez, à un niveau supérieur, la vie n'a pas de sens. Elle a un sens à un niveau inférieur, c'est-à-dire inférieur entre guillemets, c'est-à-dire les gestes simples de la vie. Et Ivan Denisovitch a gardé la dignité de savoir vivre. Il rendait service, mais pas tous. Il ne trahit personne. Il ne lèche pas l'écuelle avec sa langue, il est dit aussi. C'est une des règles pour survivre, parce que la fin est telle. Jusqu'où va-t-on? Oui. Alors, quand apparut une journée d'Ivan Denisovitch, évidemment, avec l'autorisation, et même ça avait plu à Khrouchtchev, l'écrivain était submergé de lettres de lecteurs, avec lesquels il s'est dit « je dois faire autre chose maintenant ». Pas une nouvelle, une journée d'un zec, mais une sorte d'énorme encyclopédie. C'est l'archipel du Goulag, que j'ai longuement analysé. C'est également une confession personnelle, comme la confession de Saint-Augustin. C'est-à-dire, j'ai péché, et il le raconte. Une encyclopédie des mœurs, une histoire de la confection de cet archipel, de l'histoire de cet archipel. Des portraits psychologiques, des portraits de bourreaux, des portraits de saints. Nous n'avons pas le manuscrit d'une journée d'Ivan Denisovitch, parce qu'il avait mis au point ce principe, disons, de clandestinité. Le manuscrit, c'est quand même une trace indélébile, c'est ton écriture. Le KGB le définira toujours que c'est ton écriture. Donc, il dactylographiait, et puis ensuite, il photographiait ce dactylogramme. Et c'était, en somme, le support essentiel, c'était ce négatif. Parce que vous pouvez le mettre dans une bouteille de vin de champagne. Il le mettait dans une bouteille de champagne soviétique, une espèce de mousseux qu'on appelait le champagne soviétique. Et vous pouvez l'enterrer dans le jardin ou n'importe où, dans un champ. C'est le sort qui est arrivé à une journée d'Ivan Denisovitch. Le manuscrit a été brûlé. Il a gardé des dactylogrammes. C'est le dactylogramme qui est arrivé chez le rédacteur en chef de la revue Novoï Mir, qui a été bouleversé. Il lui-même était un poète paysan communiste, mais la famille découlakisée.
Et il l'a transmis, il l'a fait lire à Khrouchtchev, parce que là, à ce niveau-là, il y avait juste le grand guide qui pouvait dire si c'était bon ou pas bon. C'était bon parce que ça correspondait au degré de déstalinisation que voulait à ce moment-là Khrouchtchev. L'archipel du Goulag, pour l'essentiel, il a été écrit en 2 fois 2 mois et demi en Estonie. Ce petit pays balte que Solzhenitsyn connaît bien, estime énormément. Pour une raison très simple, c'est que les codétenus estoniens qu'il a eus étaient tous des gens formidables. Pas un traître, pas un délateur, de type physiquement fort et qui aidait leurs voisins physiquement faibles. Donc il a conçu, si vous voulez, une estime extraordinaire. Et puis parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Arnold Souzy, qui était un socialiste, un ancien socialiste, et qui donc a raconté l'histoire du vrai socialisme à ce naïf, ce marxiste romantique qui était encore à cette époque, en arrivant au bagne, Alexandre Solzhenitsyn. Et il lui a expliqué comment les bolcheviks avaient annihilé le socialisme russe et la tradition du socialisme russe. Donc, il y a une confiance totale entre les deux hommes. Et pour écrire l'archipel du Goulag, dont plus tard la seule lecture pourra vous envoyer au Goulag précisément, il lui fallait être dans un endroit où il ait confiance absolue. Donc il est allé à Tallinn. Il a dit à Arnold, est-ce que tu peux me planquer quelque part? L'autre l'a emmené dans la ferme de sa femme, un des parents de sa femme, la ferme ancestrale. 3 heures de bus, 2 heures de ski, parce que c'était l'hiver. Et là, il est resté seul. Et puis, la fille de Arnold venait chercher la copie 1 fois par semaine. C'est très froid. Enfin, il décrit ça magnifiquement dans ses souvenirs. Et bien voilà, au lieu de brûler le manuscrit, selon sa règle, il a enfreint cette règle de précaution fondamentale à cause d'Arnold. Ça, c'est un type en qui on peut avoir confiance absolue, plus qu'en soi-même. Et il lui a remis ce manuscrit. Je dois vous dire qu'avant la préparation et avant la lecture des derniers mémoires, je n'avais pas idée qu'il y avait encore ce manuscrit. Lui-même ne savait pas pendant plus de 20 ans. Arnold l'avait mis en terre estonienne, et pendant 20 ans, il n'y a plus touché, il n'y a pas allé voir. Puis ensuite, l'Empire soviétique tombe, l'Estonie acquiert son indépendance, et Arnold pense le moment est peut-être venu d'aller voir ce qui est arrivé, parce qu'il pouvait y avoir un cours d'eau souterrain, et puis quand on retrouve, il le retrouve intact. Et puis encore fallait-il qu'il ait l'occasion de revoir Solzhenitsyn, qui est rentré avec 4 ans de retard par rapport à la perestroïka en 1994. Il fallait encore qu'Arnold vienne à... Et c'est ce manuscrit extraordinaire, avec 1000 corrections, 1000 repentirs, 1000 ajouts, dont la vue est impressionnante, qui est la couronne de l'exposition. La couronne de l'exposition Bonne Mère, et je me dis que je reçois Georges Niva, puisque j'ai vu Jean-Édouard qui me faisait signe, mais il faut répéter, c'est vrai, un auditeur qui arrive Bien en sûr. cours a envie de savoir qui parle. Alors, c'est le professeur Georges Niva. Vous avez dit à un moment donné, on avait dit qu'on allait y revenir, que votre étude, ou vos premiers travaux sur Solzhenitsyn étaient des travaux qui avaient... Vous étiez un lecteur, et puis après, votre métier, c'est quand même d'étudier, d'analyser, de voir les courants de pensée ou d'écriture. Et là, je vois que vous êtes présenté comme historien des idées aussi, hein, mais vous êtes un littéraire, mais c'est pas incompatible. Et c'est vrai que vous aviez remarqué vous aviez eu une approche littéraire de l'œuvre de Solzhenitsyn, alors que pour beaucoup, et c'était très bien aussi, l'approche était une approche politique, c'était des livres politiques, puisqu'il dénonçait un régime totalitaire. Mais que ce soit Ivan Denisovitch, Matriona, le pavillon des cancéreux, l'archipel ou tous, parce que je pense qu'on peut le dire de tous, il y a toutes les approches. Et c'est vrai qu'avec la chute du régime, on se dit, Solzhenitsyn, c'était
dénonciateur de ce régime. Maintenant, c'est fini. Il reste quoi? Il reste tout. Il reste l'écrivain. Exactement. Exactement. Là, il faut dire que je suis frappé par la surdité et l'aveuglement d'une partie de nos contemporains vis-à-vis d'une œuvre aussi gigantesque. Je me heurte encore à des gens qui disent oui, d'abord, on connaissait déjà tout ça, et puis, ça a fait son temps, il a dénoncé le goulag, et puis c'est tout. L'exposition, je l'ai vraiment conçue comme, vous voyez, on en trouve le laboratoire d'écriture ou la fabrique d'écriture d'un homme qui a écrit vraiment des dizaines de milliers de pages. Et en plus, le dernier grand écrivain qui a tout écrit à la main. Oui, ça c'est intéressant. Il a beaucoup dactylographié, parce disons qu'il en a dactylographié une grande partie. Puis ensuite, il avait des aides. Il a eu sa première femme. Il a eu quelques aides invisibles, comme il dit dans son livre « Les Invisibles ». Et ensuite, il a photographié. Donc, il a tout un atelier de clandestinité littéraire. Mais tout a été écrit à la main. Je crois qu'il est le dernier, de ce point de vue-là. Il écrit, à l'époque où je suis allé le voir à Cavendish, il était un petit peu entre deux périodes de fièvre d'écriture. C'est la raison pour laquelle il m'avait dit que je pouvais venir. J'étais à Harvard, pas très loin. Il écrit jusqu'à 17 heures par jour. Alors, 17 heures par jour, on est évidemment dans un état second. Il a des hallucinations. Et il décrit certaines de ces hallucinations dues à l'écriture dans ses mémoires. Par exemple, Nicolas II, à 2 reprises, il l'a vu. Il est une hallucination où il était à sa 17e heure d'écriture. Il se retourne et il est là à côté. Et Solzhenitsyn n'est pas du tout un type à inventer, à fantasmer, à vous raconter « j'ai vu Nicolas II » pour s'amuser. Pas du tout. D'autant plus que c'est un poète du visuel. C'est un grand visuel. Mais ça, c'est pour sa poétique d'écriture. Donc l'exposition, j'ai fait quelques visites conférences à des gens qui ont été convertis, qui m'ont dit oui, j'ai compris que j'avais une vue, mais vous voyez, plus qu'étroite, mesquine de ce grand écrivain. C'est un peu comme si vous disiez ah oui, Balzac, c'était un légitimiste. Voilà, il avait ses idées politiques, c'était un légitimiste. Oubliant tout le reste, oubliant cette capacité d'écriture et de visualisation du réel qu'ont les très, 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 très grands recréateurs du réel. Un Balzac ou un Solzhenitsyn recréent le réel à leur façon. Et en plus, c'est une sorte de duel avec toutes les forces qui s'opposent à cette recréation. C'est l'homme contre Dieu, l'homme contre la société contre son propre destin, l'homme contre la femme. Toutes ces grandes dualités qui forment la réalité humaine. Bon, si vous êtes un nouvelliste, vous envoyez un petit bout, vous écrivez votre nouvelle, Le diable au corps, ou un autre texte qui peut être magnifique. Mais si vous êtes un recréateur, c'est-à-dire jaloux du créateur, avec la lettre majuscule, vous voulez le refaire, vous êtes vraiment jaloux de l'Éternel qui nous a créés, alors à ce moment-là, c'est tous les grands antagonismes qu'il faut réunir. Et à sa façon, Alexandre Solzhenitsyn les a réunis dans son œuvre, dans les 2 massifs de son œuvre. Et une exposition ne peut pas vraiment montrer ça, parce que, d'autant plus que, si vous voulez, moi j'écris à intervalles réguliers sur lui, ma pensée, mon analyse progresse sur lui. Et mon grand texte dans ce livre catalogue, c'est encore un peu différent du phénomène Solzhenitsyn
publié il y a 3 ans, Oui. bien que ça reprenne des idées, mais j'en ai rajouté au moins une ou deux. Solzhenitsyn vous laisse, comment dire, oui, sur un champ de bataille. Disons, il est lui-même un champ de bataille, à l'intérieur de lui-même. Alors, l'exposition montre ça par l'énormité, par exemple, des manuscrits. Et Natacha Dmitrievna aurait pu nous prêter quelques pages de l'archipel du Goulag. Mais quand vous voyez les 800 feuillets qui font 1600 pages de cette écriture très maîtrisée, mais fine, minuscule, alors là, c'est autre chose. Là, vous avez l'impression que vous êtes en face de quelque chose de titanesque. Oui, qui se fait. Il y a, bon, si on prend des exemples de l'archipel ou bien de la Roue Rouge, il y a cette manière de travailler qu'il avait et qu'on voit. Enfin, moi, j'ai pas vu l'exposition, mais j'ai la chance d'avoir le catalogue. Mais je crois que dans l'exposition, il y a les enveloppes où il y a toute la documentation qui va. Parce que, comme vous dites, il recrée, mais il recrée après des informations qui sont très bien rangées, mais qui sont considérables, puisque l'ambition de la Roue Rouge, c'est d'expliquer la Révolution. Mais pour expliquer la Révolution, il faut repartir dans le passé. À partir de quand? Et oui, cette obsession de vouloir comprendre... Bon, ces enveloppes, pour en dire un mot. Voilà, les enveloppes du roman. Parce que c'est un roman. À Moscou, dans leur maison, bon, je connais Natalia Dmitrievna depuis longtemps, mais j'ai bien senti que la confiance allait un peu, si vous voulez, croissant pendant mon séjour là-bas. Et donc, pour finir, elle m'a emmené dans la pièce aux enveloppes. Il y en a des centaines. Chose intéressante, ce sont des enveloppes qu'il se fabrique lui-même. En carton, de formats variés, de couleurs variées. Et il y a quelque chose d'artisanal, vous voyez, je fais les enveloppes. De même que... Alpha, Oméga. Je fais tout. Je ne suis pas l'intellectuel qui est en bout de course, mais pour lui, on fait du papier, on fait de l'encre, etc. Déjà, il y avait eu le philosophe Florensky qui voulait sculpter lui-même les caractères en bois avec lesquels on allait imprimer son livre. Supprimer la différence entre travail manuel et travail intellectuel. Il y a quelque chose de ça chez Solzhenitsyn. Alors, il y en a des centaines. Dans l'exposition, il n'y en a qu'une douzaine qu'on a suspendues très joliment. Mais il y en a des centaines sur tous les personnages historiques qui ont chacun des dizaines d'enveloppes. Sur les personnages de fiction, qui ont aussi leurs enveloppes, parce qu'ils sont aussi réels que les autres. Sur les oiseaux, les parfums, les proverbes, les expressions entendues. Alors ça, c'est le côté méthodique de Solzhenitsyn qui est extraordinaire. Et le fruit, c'est le mariage entre cet esprit encyclopédique, méthodique et visuel et une immense construction poétique. Alors, la Roue Rouge a ceci de spécial, et ça, c'est ce que j'essayerai encore, d'ailleurs, de fouiller davantage, c'est que, idéologiquement, c'est un échec. Si vous comparez la Roue Rouge avec l'œuvre du publiciste sur les mêmes questions, les deux révolutions, la révolution de février, etc., il a dans l'œuvre de publiciste des réponses aux questions qu'il n'a pas dans l'œuvre romanesque. Parce que c'est un grand créateur, parce que précisément, le créateur, il conduit sa création, en même temps, il est conduit par elle. Et donc, il n'y a pas la réponse à la question « Pourquoi, en définitive, la Russie a-t-elle déraillé à ce point ?» Mais est-ce que c'est pas aussi parce que ce n'est pas achevé? Parce qu'à un moment donné, il s'arrête. C'est pas que ça. Non, parce que ça, il l'explique longuement. Voilà. Ces explications-là, on les aura dans le tome 2 de avril 17, parce que en langue française, on en est au tome 1 d'avril.
qui est le dernier nœud, en 2 tomes. Je rappelle, août 14, premier nœud en 2 tomes. Octobre 16, qu'on appelle en français novembre 16, en 1 tome, mais gigantesque. 3e nœud, mars 17, en 4 tomes énormes. Et avril 17, en 2 tomes. Alors tout ça est traduit, sauf qu'on attend encore la parution du 2e tome, à la fin duquel, dans l'édition russe de Paris, premièrement, il a donné un résumé des 16 autres nœuds, parce que là, nous avons dans les 7000 pages, mais ça ne fait jamais que 4 nœuds. Alors, redites-nous, Georges Niva, les nœuds, c'est quoi, cette construction? Il est... Qui est de lui. Ce ne sont pas des commentateurs. Il se heurte. Pour répondre à ça, il faut réfléchir à la question, qu'est-ce qu'un historien? Alors, j'ai écrit là une sorte de réponse dans le dernier numéro de la revue Le Débat de Pierre Nora, où il a eu un numéro spécial sur roman et histoire. Donc, à sa demande, j'ai écrit en marge du catalogue, je faisais les deux, pas 17 heures, mais enfin pas très loin. Avec hallucination ou sans? Et sans hallucination. Un historien, il apprend son métier en se coltant avec du matériau qu'on appelle la source. Ça peut être des documents notariaux à Paris au XIIIe siècle, ou bien les archives d'un Ziemstvo russe en 1890. Immense variété. Vous n'êtes pas historien si vous n'avez pas travaillé manuellement dans la poussière des archives. Mais ensuite, il y a un moment où cet historien, ayant grandi, a envie de synthétiser un peu. Et quand il synthétise, eh bien, il est en face du même problème que le romancier. C'est-à-dire, je commence par quoi et je termine par quoi. Et quand vous écrivez une histoire de la Révolution russe, ou une histoire de l'Empire russe, ou une histoire de la Révolution française, vous avez la première angoisse qui est ça commence où et ça se termine où. C'est pas du tout évident. Alors, sa solution, ce sont des nœuds. Dans des courbes, vous avez des nœuds où la courbe revient sur elle-même. Il essaye de identifier ces nœuds. Alors, il trouve août 14 parce que c'est la sanglante défaite de la 2e armée russe dirigée par le général Samsonov. Donc, les débuts commencent sous des auspices tragiques. Et en plus, son père a guerroyé en Prusse, là où Samsonov s'est suicidé en définitive parce qu'il était entièrement encerclé. Ça, c'est un premier nœud. Je saute octobre, qui est plus complexe. Mars, eh bien, c'est la révolution de février. C'est la révolution de février avec les débuts de la cruauté. Il montre. Alors là, il change de technique parce que non seulement c'est pour le segment de temps qu'il a choisi, c'est pas jour par jour, c'est heure par heure et quelquefois c'est minute par minute. Ça devient un récit extrêmement atomisé, avec quelquefois, vous voyez, c'est réduit à une succession, un chapelet de mots, de monosyllabes. Donc c'est assez voisin d'un poème. Il y a des moments où c'est vraiment, ça prend la tangentielle avec un poème. Et puis avril, eh bien, c'est l'arrivée de Lénine, l'arrivée de Trotsky. Alors, on pourrait attendre octobre 17, parce que tout le monde a construit l'histoire selon les prodromes, février, et le couronnement, octobre. C'est une construction qui a été faite par les amis et par les ennemis d'octobre. Par ceux qui ont fait octobre, c'est-à-dire ce coup d'État, évidemment, par Lénine et tous les siens, mais également par les ennemis, comme l'historien Pavel Miloukov, qui enseigne à ce moment-là en France, et qui est un positiviste, qui a fondé le parti
soi-disant modérés, des constitutionnalistes, des cadets constitutionnalistes démocrates après les événements de 1905 en Russie. Et eux aussi, parce que leur révolution avait échoué, celle de février, ont construit le mythe que tout allait bien en définitive, malgré les soubresauts, et que c'est en octobre 17 que c'est devenu catastrophique. Et pour l'historien, parce qu'en ce cas-là, il est vraiment historien, pour l'historien Solzhenitsyn, non. C'est en février que tout a capoté. C'est-à-dire que le mensonge s'est instauré, que plus personne n'a dit la vérité. Et c'est vrai que le populisme, le maximalisme et la démagogie délirante se sont emparés de la Russie en février. Donc il explique que, en fait, l'essentiel est fait. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à octobre. Initialement, je voulais aller jusqu'en 22, explique-t-il. Avec en plus 5 épilogues qui auraient fait aller jusqu'en 1945. Et puis alors, les racines de la Révolution. Bon, est-ce qu'elle commence le 28 février 1917 en Saint-Style Julien? Évidemment non. Il y a des racines. Alors, il a rajouté un deuxième tome à août et il a fait des espèces de retours en arrière qui vont jusqu'en 1898. Alors, pour moi, c'est très intéressant de le comparer à des grands facteurs comme ça d'histoire, comme Jules Michelet. Où commence la Révolution française? Où s'achève-t-elle? Est-ce que ce sont les philosophes français qui la mettent en orbite? Est-ce qu'elle s'achève avec Thermidor, avec Napoléon, avec la Troisième République? Est-ce qu'elle n'est pas achevée aujourd'hui? On peut en discuter parce que les événements historiques ont à la fois ils font irruption avec une soudaineté extraordinaire et en même temps ça avance comme des glaciers, c'est-à-dire très lentement. Et alors, je pense que l'historien et créateur Solzhenitsyn a un excellent feeling de ce qu'est la marche de l'histoire, de ces deux marches-là, les irruptions et la lenteur. Mais le publiciste Solzhenitsyn, non, c'est différent. Là, il veut fournir son diagnostic. C'est très passionnant. Il faut que je dise à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie et qu'ils ont la joie d'entendre le professeur Georges Niva, qui est le commissaire de l'exposition Alexandre Solzhenitsyn, Le courage d'écrire, qui a lieu à Genève, à la Fondation Bodmer, jusqu'au 16 octobre 2011, et qui est commencé déjà depuis le mois de mai. Et à cette occasion est paru un catalogue, magnifique catalogue, splendide catalogue, incroyable catalogue, qui porte le même nom, évidemment, le même titre, Alexandre Solzhenitsyn, Le courage d'écrire, que vous avez dirigé, Georges Niva, et c'est paru aux éditions des Syrtes. Et c'est passionnant. Tout est passionnant de toute façon, parce que, bon, comme vous dites, il y a beaucoup de... Il y a le lutteur, il y a l'écrivain, l'historien, le publiciste, enfin, ça fait beaucoup de choses. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée du lutteur, cette réalité du lutteur. Je ne sais plus qui raconte à un moment donné, mais il suffit d'avoir vu Solzhenitsyn, même dans une interview, même ce que ça peut avoir de... Bon, on le met dans une case, il faut qu'il ça rentre, on lui pose des questions plus ou moins intéressantes. Et comment on fait pour cadrer un personnage comme celui-là? Même dans ce contexte-là, on voit quelque chose. On ne peut pas s'empêcher de voir quelque chose. Et un des documents qui est cité dans le catalogue dit que Solzhenitsyn, on a l'impression que c'était un ressort. Et je trouve que on comprend bien ce que ça veut dire. On a une force contenue qui elle peut être contenue, elle tiendra dans le petit cadre, mais dès qu'il y a une possibilité, ça va se dilater. Qu'est-ce qu'il dit ça? Je me souviens plus. Oui, écoutez, moi je me rappelle la première émission à la télévision en 75, je crois, par Bernard Pivot. Oui. Je me la rappelle de On voit une photo d'ailleurs. J'y participais. Il y avait Jean Daniel, il y avait Jean d'Ormesson, il y avait Nikita Struff, il y avait moi, j'étais évidemment tout petit à côté de ces grands messieurs.
Et c'était à Paris ? C'était à Paris. Bon, c'était alors, apostrophe. On essayait de parce qu'il y a eu aussi... Il y en a eu 3. Mm. On essayait de le cadrer précisément. Par exemple, Jean Daniel, avec sa voix angoissée, lui dit Alexandre Solzhenitsyn, nous avons admiré votre combat, mais est-ce que maintenant, vous n'êtes pas en train de virer à l'acceptation de tous nos défauts occidentaux, de tous nos crimes coloniaux, etc. Alors, c'est là que le ressort s'est détendu. On a vu un Solzhenitsyn, il était joyeux. Il était bondissant. Alors, il a littéralement bondi de son siège en disant « Mais vos crimes, mais pas du tout. Personne ne va jamais les absoudre. » Non, mais c'est les obsessions. Chacun a ses obsessions. Il a été d'une clarté extraordinaire et d'une dureté très grande également. Parce qu'il était dur vis-à-vis de l'Occident. Il a eu des paroles très dures. Vous savez, en Amérique, il s'est fait des ennemis avec son discours à Harvard. Mais des ennemis sérieux. Moi, je me rappelle, à Harvard, il y avait des collègues, au nom de Solzhenitsyn, on les voyait blêmir, verdir. Disons, ils perdaient leur sang, et plus que leur équilibre en entendant le nom même de Solzhenitsyn. Donc, il avait quelque chose de bondissant et aussi d'un peu enfantin. Alors, si vous prenez les derniers films faits sur lui, il y a eu plusieurs beaux films. Il y en a un par un cinéaste pour lequel j'ai une immense admiration, qui est Alexandre Sokourov. Le résultat n'est pas aussi bon ou génial que tous les autres films de Sokourov, parce que Sokourov a une poétique de l'attente. Et il s'installe à côté de quelqu'un et puis on attend. Il y a une espèce de silence, il y a les destins qui filent leurs quenouilles, il y a la même Moira. Et il a fait des films qui sont extraordinaires comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ces films-là sont passés ? Est-ce qu'on les a vus ? On les a vus à Paris dans des festivals Sokourov, mais pas à la télévision. Donc j'ai pas vu. Non. Et ça n'a bien marché qu'à moitié parce que, si vous voulez, entre cette poétique de la longue patience et puis l'impatience de Solzhenitsyn, c'est amusant, ça fait le cœur du film. Mais en même temps, la poétique de Sokourov, elle est bousculée. Mais là, on voit l'homme, Solzhenitsyn, était déjà émacié, amaigri, il avait pris son air d'ascète. Il ressemble à Dostoïevski à la fin de sa vie. Donc si vous avez quelqu'un qui n'aime pas Solzhenitsyn, qui le regarde comme ça, il dit « Ah oui, ça c'est le starets, l'anachorète, celui qui veut régir le monde entier. » Mais de temps à autre, il a un sourire et il redevient un enfant de 10 ans, littéralement. Ce vieillard long, visage triangulaire. Oui, on voit ce masque, oui. Et dans tous les films où il intervient à la fin de sa vie, c'est exactement comme ça. Donc il a gardé jusqu'à la fin, disons jusque 2 ans avant sa mort, un côté que je dirais même prime sautier, que l'on voit d'ailleurs dans ses mémoires. Joyeux. Et une grande joie. Il y a une joie de vivre chez lui. Et il y a tout à l'heure, je parlais de création. Co-création, recréation. Puis il y a la joie du créateur. Oui, c'est le débordement. Ouais. Un débordement. Plus comment dire, l'admiration pour la sainteté. Parce que vous avez mentionné Matriona, cette humble kolkhosienne chez qui il a habité quand il est revenu de sa relégation. Il revient dans cette Russie centrale dont il rêve, qui est mesurée, belle, les horizons immenses. Il a aimé le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le désert, les maisons closes sur un patio interne. Il a aimé, mais de l'extérieur. C'est pas pour lui. Il veut retourner dans sa Russie. Et là, à Miltsevo, village de Miltsevo, chez Matriona, bien, il retrouve la Russie. Avec une femme désintéressée. Tout ce qu'elle a, c'est un ficus, un chat, et encore, le chat est bancal. Et une isba chaude et une isba froide, comme ont les paysans. L'isba chaude, elle a un grand poêle où on peut s'allonger et
soigner ses rhumatismes. Et l'isba froide, elle n'a pas de poils. C'est pour ça qu'elle est froide. Elle sert l'été. Ou bien si vous avez des invités, on peut alors essayer de la chauffer par des moyens de fortune, mais il n'y a pas de poils. Et la nouvelle de Matryona est fondée sur le fait que le beau-frère de Matryona vient exiger pratiquement que sa belle-sœur lui donne l'isba froide, tu n'as rien à en faire, pour son fils qui va se marier. Il ne faut pas du tout s'étonner, les isbas, toutes les constructions en bois, ça se balade en Russie comme dans toutes les architectures de bois au Japon également. C'est-à-dire, on numérote les poutres et on les met sur une charrette, on refait un terre-plein de briques à un autre endroit et on remet les poutres. Et Matryona part sur la charrette. Il y a le mécanicien qui est sur le tracteur, qui tire tout ça. On a déjà bu, pas elle, mais tous ceux qui ont numéroté, transporté les poutres. Le tractoriste est déjà un petit peu parti. Alors évidemment, le passager niveau, il y a le rouge qui clignote. Mais enfin, on aura bien le temps de passer. Alors lui, il passe, mais pas la charrette. Et Matryona est morte. Eh bien, elle est le juste. Les quelques paroles transparentes sur elle, elle est le juste sans qui, comme dit le proverbe russe, aucun village ne tient. Puis il élargit, ni aucune ville, ni aucun pays, ni notre terre. Notre terre ne tient pas sans le juste. Ce n'est pas le saint, c'est le juste. Ah non, mais à relire, lire ou relire, c'est une merveille. Une merveille de profondeur et c'est l'écrivain, c'est pas c'est pas autre chose, c'est pas que ce soit inférieur, supérieur, c'est l'écrivain qu'on lit et on comprend de l'intérieur. Et vous voyez, côté, disons, visuel, factuel de Solzhenitsyn et côté poétique, Matryona, c'est la vraie Matryona. Elle s'appelait Zakharova. Oui, on voit les photos. Il y a même une photo, elle est dans son cercueil, qui n'est pas encore refermé, puisque pendant 3 jours, selon le rite orthodoxe, le cercueil doit rester ouvert. Et le cercueil était là, à côté. Et lui, le locataire, il voyait passer les gens, mais il n'y avait plus, au fond, personne n'a beaucoup d'affection pour Matryona. Tout ce qu'on veut, c'est piquer quelque chose dans la maison, c'est-à-dire les lois de la rapacité sont là, alors qu'elle, elle était tout à fait le contraire. Donc, c'est fondé sur le réel, et en même temps, il y a une transfiguration, il n'y a pas d'autre mot, une véritable transfiguration. C'est la même chose dans à peu près tous ces récits. Ils sont extrêmement factuels, le premier cercle, le pavillon des cancéreux. Et en même temps, vous avez cette lumière ou cette vision à laquelle il donne des noms variés. Par exemple, dans le premier cercle, c'est la vision du Graal, du Saint Graal. C'est cette immense légende médiévale du Saint Graal, avec le cycle de poèmes de Chrétien de Troyes. Il a lu ça en traduction russe. Et dans le premier cercle, exactement dans le chapitre central, parce que tout ça est très géométriquement construit, il y a la vision du Saint Graal. Oblige. Oui, il était mathématicien. Et il y a le Saint Graal parce qu'il y a un peintre qui est un bagnard, lui aussi, mais qui fait des travaux pour la direction de la prison Caen. Il a un petit atelier où, à ses heures libres, il peut faire ce qu'il veut. Et il montre à Niergine, qui est l'alter ego de Solzhenitsyn, une étude qu'il est en train de faire, qui est la vision du Saint Graal. Au moment où Parsifal va sauter par-dessus un précipice, mais son cheval est comme cabré, et dans le lointain, on aperçoit au-dessus du ciel, sans fondement terrestre, la vision du Graal.
Cette vision, elle est à l'exposition du musée Bodmer à Genève parce que le peintre était réel. Quelques années après, il est venu, ils se sont à nouveau rencontrés. Et il lui a dit, je vais te faire cadeau du tableau. À l'époque, c'était une esquisse. Maintenant, c'est un tableau, un grand tableau de 1,50 m de haut, vertical, que j'ai installé au-dessus de la vitrine consacrée au premier cercle. Il y a aussi dans ce catalogue, Solzhenitsyn, le courage d'écrire des textes qui sont très passionnants à lire et qui sont les lectures de Solzhenitsyn. Et il y en a une, enfin il y en a plusieurs, Mon Lermontov est très bien. Et puis il y a sa lecture de Biéli, qui est visiblement un auteur qui est sur une autre planète que lui. Tout à fait. C'est une autre planète, mais il est quand même très intéressé. Alors c'est la lecture, alors comme vous le décrivez et comme il était, c'est-à-dire il se met tout entier là-dedans, il prend tout au sérieux. Enfin, on ne prend pas du temps pour lire ce roman, Pétersbourg ou bien un autre, si c'est pas, ça a un sens. Oui, disons, ce texte manuscrit, il est dans une vitrine dans l'exposition à Genève, tout simplement parce que c'est une autre de mes planètes à moi. Pétersbourg, d'Orno et Biéli. Je sais que c'est vous ou c'est moi qui vais le dire. Mais c'est pas pour rien qu'on parle de Biéli. Mais d'abord parce que c'est... Bon, Biéli, vous êtes, vous, Georges Niva, le traducteur avec Jacques Catteau de ce roman Pétersbourg, prodigieux, passionnant, mais un peu incontournable, disons. Et c'est pour ça que Solzhenitsyn, certainement, l'a lu, même si c'est pas exactement ce pierre de fondation des éditions L'Âge d'Or, et qui est le numéro 1 de cette fameuse collection des classiques slaves. Et on a plaisir à le dire. Parce que et là aussi, c'était une aventure éditoriale. C'était absolument. Mais oui. Puisque j'avais proposé ce texte à Dominique Deroux. Dont vous parliez tout à l'heure. Dominique Deroux, pour des raisons qu'il m'a expliquées, ne pouvait pas le faire. Mais il y a un Serbe qui veut fonder une maison d'édition à Lausanne. On va lui téléphoner. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Vladimir Dmitrievitch. Par conséquent, j'ai demandé à Natalia Solzhenitsyn d'avoir le manuscrit. Ouais. Bon. Et c'est vrai que c'est une lecture très, très, très solzhenitsynienne. D'abord, il a terminé ces deux grandes cathédrales. La première, c'est dire le goulag, de une journée d'Ivan Levy jusqu'à l'archipel du goulag. Ça, c'est derrière moi. La deuxième, c'est La Roue Rouge, l'histoire de R17, la révolution de 17. C'est derrière moi. Bon, il manque 16 nœuds, mais à une petite règle de 3, s'il y avait 4 nœuds, vous avez déjà 7000 pages. On peut assez facilement voir que les forces biologiques que le Seigneur m'a imparties, ça c'est Solzhenitsyn qui parle, ne me permettront pas d'écrire 16 nœuds. Première raison. Deuxième raison, de toute façon, j'ai déjà trouvé la clé. C'est pas octobre, c'est février. Et donc, il a un peu de temps pour lire en dehors de ce qu'il est en train d'écrire. Mais, comment dire, c'est assez amusant. Il ne fait pas de lecture désintéressée, disons. Il ne va pas prendre Agatha Christie pour passer une soirée. Ça ne lui ressemble pas. Il prend Pétersbourg qu'il n'avait pas encore lu. Alors évidemment, comme vous disiez, c'est une autre planète. La planète Solzhenitsyn et la planète Andrei Biéli ont très peu de chances de se retrouver, d'avoir des orbites qui se croisent, parce que Biéli, c'est un monde, disons, mystique, un monde à moitié fantastique. Ce sont les différentes sphères du réel, depuis l'infrahumain jusqu'à l'extra-humain,
Et prenant ce livre, Solzhenitsyn, au début du texte, il dit bon, il s'est échevelé, il est fou, ça n'a ni queue ni tête. C'est complètement, ce sont des coqs-cigrues sur coqs-cigrues. Et petit à petit, il y a des expressions qui le frappent. On dit tiens, il y a quand même. Et puis alors, il y a des inventions verbales qui sont bonnes. Or lui, Ça il est aussi. un grand collectionneur d'inventions. Quand il lit les auteurs russes, ça se termine toujours, ces articles de la collection littéraire, par la liste des mots que l'on pourrait mettre dans mon dictionnaire. Ah oui, le fameux dictionnaire. Que je vais y mettre, mais pour Biely, il est déjà sorti, le dictionnaire. C'est dommage, mais j'aurais bien mis ces mots-là. Alors, il en donne. Oui. Et puis, pour finir, il est comme saisi par le vertigo ascensionnel de la poétique de Biely. Donc, c'est des textes amusants et qui en disent autant sur Solzhenitsyn que sur Biely. Ah oui, c'est vraiment, bon, comme vous dites, à plusieurs profondeurs comme ça. Et puis ça rappelle sa propre lecture qui n'a rien à voir évidemment ni avec l'auteur ni avec ce grand lecteur qui était Solzhenitsyn. Mais on va arriver un peu dans la fin de notre émission sur Radio Courtoisie. Je reçois le professeur Georges Niva pour parler de Solzhenitsyn. Et je comprends qu'après avoir écrit sur Solzhenitsyn dans les années 70, pratiquement toutes les décennies, je comprends qu'il y a encore d'autres choses, puisque vous dites que vous avez d'autres matières que vous allez organiser. Mais en tout cas, pour l'heure, on a cette magnifique exposition qui a lieu à Genève et le catalogue de l'exposition, pour ceux qui n'iront pas à Genève et qui le trouveront partout, qui s'appelle Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, le courage d'écrire, paru aux éditions des Syrtes. Les Syrtes, c'est Syrtes, que vous avez dirigé, Georges Niva. Vous dites, il y a le recréateur, Solzhenitsyn. Vous avez fait ce développement très intéressant, ça m'intéressera d'ailleurs d'avoir l'article, de Histoire et roman-histoire. Oui, et vous prenez l'exemple de Michelet. Il n'y en a pas beaucoup, comme quand on essaye de faire la liste de ceux qui sont à la fois connaisseurs de la source et capables d'animer la source. On n'a peut-être pas besoin des deux mains. Bon. Mais il y a aussi chez Solzhenitsyn l'obligation, le devoir de témoigner, la mission de témoigner. Alors c'est un des degrés, c'est pas le créateur, on comprend bien. Mais on sait que pour écrire l'archipel du Goulag, il a pris les témoignages des uns, des autres, pris au premier degré, et lui se sentait ou avait la mission de dire. Les autres n'avaient pas pu dire pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et lui avait cette mission. Il y a deux choses. Il y a d'abord les 227, comme il dit, co-auteurs de l'archipel du Goulag. Et l'histoire des droits. Dont il ne donne pas les noms parce qu'il les aurait mis en danger au moment où l'archipel paraît. Ensuite, il a donné les noms dans la dernière édition en 2005, en rajoutant d'ailleurs, pour autant que je me rappelle, une vingtaine de noms qu'il avait oubliés. Donc ça fait plus de 127, c'est quelque chose comme 240. Ce sont des gens qui lui ont écrit après l'apparition d'Ivan Denisovitch, qu'il est allé voir, ou bien il a envoyé certains de ses aides invisibles pour prendre des interviews. Autrement dit, il a pratiqué ce qui est une discipline de l'histoire scientifique que les Américains appellent oral history, l'histoire orale, qui prend de plus en plus de sens au XXe siècle, dans la mesure où le document écrit a disparu. Mettons par exemple l'exemple triste et célèbre des actions massives d'exécution de juifs en Ukraine. Seuls des témoignages oraux existent. Et c'est d'ailleurs un ecclésiastique français, qui est le père Dubois, je crois, qui a convaincu quelques derniers survivants ukrainiens qui cachaient ça, de raconter les fosses communes, tout ce qui s'était passé dans leur village.
Donc, il pratique cette histoire orale, et puis alors lui, il recompose l'ensemble. Mais le témoignage, il le dit au début, il est chargé de mission par les millions de morts. Il y a cette espèce de lettre de mission qui lui a été écrite mystiquement par les millions de morts qui n'ont jamais pu et ne pourront pas dire ce qui leur est arrivé, dire la façon dont ils ont été massacrés. Et là, on sent très bien que l'archipel est porté par cette mission. Le monde, les enfers l'ont chargé d'écrire. Il n'en fait pas un très grand pathos, mais ça intervient à intervalles réguliers. Ouais. C'est un devoir. Lui est un survivant. Un survivant des camps, un survivant de la maladie dont il s'est sorti. Je ne sais pas si ce sont les potions de je ne sais plus quelle médecine parallèle, mais il a eu un peu les deux. Il a été soigné par la médecine traditionnelle. Classique. Il a eu une première opération sa dernière année du camp. C'est un chirurgien détenu qui l'a opéré d'ailleurs. Et le chirurgien détenu, lui, était encore à l'infirmerie du camp quand le chirurgien a été envoyé dans un autre camp. Donc, il est envoyé pour une étape, une nouvelle étape, comme on dit en russe. Mais il s'approche du lit de Solzhenitsyn. Il dit « Solzhenitsyn, rappelez-vous, j'ai envoyé pour l'analyse de la biopsie à Omsk. Et quand il a des métastases, après sa libération, et quand il est en relégation et qu'il va à l'hôpital de Tachkent, avant, il envoie une lettre à Omsk en disant « Est-ce que vous avez un résultat pour le détenu Solzhenitsyn, on vous a envoyé à peu près à telle date ?» Et il reçoit la réponse. Ce qui a facilité le traitement chimique et de rayons qui lui a été appliqué. Et puis en même temps, il s'est confié à la médecine populaire. Des infusions d'un chaga, d'une espèce de champignon qui poussait sur les troncs de bouleau, parce qu'il n'avait pas 100% confiance dans la médecine, dans la mesure où la médecine voulait tout savoir et tout dire, et que ça, c'est impossible. Et donc, il y avait là une prétention, limite, hein. Et alors régir également le droit du malade. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, je vois des gens qui s'approchent de moi et qui disent « Vous savez, je ne connaissais pas du tout Solzhenitsyn, mais j'ai eu le cancer et j'ai lu Le Pavillon est cancéreux. C'est un livre merveilleux parce qu'ils retrouvent leur propre problématique dans la révolte du malade Oleg Kosteglotov contre ces médecins. C'est un livre merveilleux. C'est un livre merveilleux. Je l'avais relu, on en avait reparlé, je me souviens, parce que je savais pas, vous voyez, Georges Niva, c'est bien, on apprend, c'est formidable d'apprendre. Je savais pas que vous aviez traduit Le Pavillon des cancéreux, et je ne savais pas que vous aviez fait, moi je l'ai lu avec la postface, vous faites une postface qui est formidable, donc j'avais été très heureuse de le relire. J'ai dû le lire avant de vous connaître, et je l'ai relu après en vous connaissant, et c'était double plaisir. Et c'est vrai, donc ce survivant a le devoir, la mission de témoigner pour les morts, mais il y a ce côté mission. En fait, très tôt, on le comprend à vous lire, Georges Niva, très tôt, il y a une conscience d'avoir un destin particulier. Il sera écrivain. Plus qu'écrivain, en un certain sens, il est le nouveau Dante, parce que le premier cercle renvoie à la Divine Comédie. La Charachka, qui est la prison pour savants, ça c'est une invention du camarade Joseph Staline, qui pensait, peut-être à juste titre, que mes ingénieurs et mes savants vont beaucoup mieux travailler en prison qu'en liberté. Parce qu'en liberté, ils ont les femmes, les enfants, les préoccupations quotidiennes, leurs maîtresses, etc. Là, au moins, ils sont dans une espèce de vacuum où ils n'ont à s'occuper que de me construire un avion. Tupolev, lui, construit des avions dans la Charachka,
que de m'inventer la bombe à hydrogène, etc. Et alors, la Charachka ou Solzhenitsyn, c'est le déchiffreur absolu, c'est-à-dire de pouvoir identifier par un fragment de voix quiconque. Et Solzhenitsyn était là à titre d'acousticien. Son ami Kopelev, qui porte le nom de Roubine dans le roman, était là à titre de phonéticien. Et puis, il y avait son ami Panine, qui porte le nom de Sologdin dans le roman, qui était là à titre de mathématicien. En plus, Panine était monarchiste et Kopelev était marxiste. Donc, on a le chevalier de droite, le chevalier de gauche. Et puis, je rappelle que Nergine, au centre, n'est en somme convaincu ni par l'un ni par l'autre. C'est la raison pour laquelle il va demander au simple moujik Spiridon, qui est le concierge et qui nettoie qui est aveugle, Oui. et qui est chargé de balayer la neige. Et toi, Spiridon, qu'est-ce que tu penses de la vie? Elle a quel sens? Si elle en a un, à ton avis. Et Spiridon dit: ah, oui. Le chien-loup a raison et le cannibale a tort. Alors ça ressemble un peu au mot d'une sibylle, n'est-ce pas? Ça veut dire la cruauté est naturelle dans le monde animal et la cruauté n'a pas sa place dans le monde humain. C'est une réponse profonde que Spiridon a fait. Alors c'est à ce Spiridon qu'il écrit cette lettre. Spiridon. Et comment va votre vue? Parce qu'il commence par le vous voyez ou le tutoyer. Et la vue, il le dit d'une manière qui est directe, mais bon, c'est un sujet tellement douloureux. Il s'adresse à Spiridon selon toutes les règles de la politesse. Il l'appelle Spiridon Yegorovitch. Et Spiridon, tout content qu'il ne soit pas oublié, répond mon cher Sanya, par le petit nom. Très amusant. Donc c'est le savant qui utilise la formule de courtoisie vis-à-vis de l'homme du peuple. Et l'autre qui prend le... Oui, non, c'est un échange magnifique. Mais pour en revenir à la Divine Comédie, Dante explore les crimes de l'humanité. Et nous avons tous les cercles. Le premier cercle, c'est celui des sages de l'Antiquité qui n'ont quand même pas droit au paradis parce qu'ils n'ont pas connu le salut et le Christ. Mais ce premier cercle, c'est un cercle de gens vertueux, mais qui n'ont pas connu le salut. Et c'est ça la Charachka. C'est ça les amis de Nergine. Ils sont vertueux. Ils ont chacun leur péché, leurs infractions, etc. Mais non, ils sont des hommes vertueux qui n'ont pas collaboré au crime. Et en même temps, il y en a un qui est marxiste, et il y en a un qui est monarchiste, il y en a qui sont des débrouillards, il y en a qui ne sont pas des débrouillards, et il y a au milieu d'eux Nergine qui cherche. Et Spiridon, le concierge aveugle, qui lui fournit la petite clé énigmatique. Georges Niva, j'aimerais qu'on dise un mot pour les 3 minutes qui restent sur Natalia, la veuve de Solzhenitsyn, sans laquelle il n'y aurait pas cette exposition. Et elle l'explique au début en disant qu'elle n'était pas tout à fait, les archives n'étaient pas complètement classées, qu'elle aurait préféré que ce soit d'abord en Russie, et non pas, parce que quand même, c'est ça, l'exposition Bonne-Mère, c'est Genève, avant la Russie. C'est à l'étranger. C'est à l'étranger. Bon, c'est bien, mais on peut comprendre que ce soit un tout petit peu douloureux. Alors, elle joue un rôle très important. Oui, disons que je la connais bien, assez bien, Natalia Dmitrievna. Le petit soldat. C'est c'est beaucoup plus que ça. Elle dit à un moment donné, j'ai vu un tout petit truc, je vous coupe parce que j'y pense là maintenant. Elle est interviewée ou je sais pas quoi. Elle dit que s'il ne restait qu'un soldat, ce serait elle le soldat. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus qu'un soldat. Disons que dans les femmes d'écrivains, si on compare pour la littérature russe à Anna Grigorievna, qui a sauvé son mari Dostoïevski, si on compare à Sofia Andreevna, la comtesse Tolstoï, qui a énormément fait pour l'œuvre de son mari, mais qui finalement, par
la mésentente dramatique qui s'est installée a joué un rôle qui a été aussi négatif. Aucune de ces deux femmes n'a joué le rôle qu'a joué Natalia Dmitrievna, parce que Natalia Dmitrievna est véritablement le rédacteur. C'est elle qui reçoit le premier manuscrit, c'est elle qui fait dans les marges des milliers de remarques. Et une seule feuille est montrée à cette exposition, c'est un morceau de la Rouge, n'est-ce pas ? Il a écrit dans sa maison, il y a 2 maisons séparées par 20 mètres, il a écrit un passage à la main, ça va dans l'autre maison, c'est saisi à l'ordinateur par Natalia Dmitrievna, on voit cette page, et les marges sont criblées à l'encre noire de ses remarques. Ça reva chez lui. Chez lui, alors, il répond à l'encre bleue et il met un signe plus ou moins. Si c'est plus, ça veut dire j'accepte toutes tes remarques. Le roi admet. Et il corrige lui-même le texte. En bleu, dans le texte saisi à l'ordinateur, toutes les corrections sont à portée de sa main. C'est pas elle. Elle, c'est les propositions dans les marges. Elle, c'est le conseil. Et s'il refuse, c'est le signe moins. Et alors, avec son encre bleue, il explique pourquoi. Il justifie pourquoi. Et ce va-et-vient peut aller jusqu'à 7 fois. C'est vous dire le rôle immense qu'a joué Natalia Dmitrievna dans l'œuvre de ce titan. Georges Niva, j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Alexandre Solzhenitsyn, Le courage d'écrire, que vous avez dirigé aux éditions des Cires, ce catalogue, et vous êtes le commissaire de l'exposition qui dure jusqu'au 16 octobre 2011. À bientôt, Georges Niva. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de Lidwinelli, émission préenregistrée le 5 août 2011, diffusée pour la première fois le mardi 6 septembre 2011 de 21h30 à 23h et le jeudi 8 septembre de 21h30 à 23h. Cette émission a été réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 € ou 15 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.